Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Les ouvrages portant sur les normes rédactionnelles d'un travail de recherche en sciences humaines ou sciences sociales envahissent les rayons des librairies. Dans cette forte mouvance, vaut-il la peine d'en ajouter ? Nous concernant, affirmative est la réponse. Et cela du fait de notre approche et des renseignements apportés, en guise de contribution. Comment écrire un mémoire ou une thèse de doctorat ? Comment rédiger tout autre travail scientifique intéressant, conforme aux normes et agréable à lire, et qui soit véritablement une contribution scientifique originale ? Telles sont les questions auxquelles répond ce document. Cet ouvrage a pour objectif de fournir à quiconque des bases pour la rédaction d'un travail scientifique. Il s'adresse à un public assez général et offre l'avantage d'une écriture aérée, directe et ponctuée d'exemples abondants et variés. Ces conseils ou renseignements visent d'abord l'étudiant qui entre dans le monde de la recherche ou s'y trouve déjà plongé. La rédaction finale d'un travail scientifique requiert en effet une attention toute particulière, en dehors de la concentration requise pour assurer la cohérence scientifique et linguistique. Ce document veut donc apporter une lumière en vue de combler les lacunes du chercheur qui écrit son mémoire de licence et/ou de diplôme d'études approfondies, DEA. Le thésard en quête de références méthodologiques y trouvera également son compte, sans problème. Même ceux qui ne sont pas dans la carrière scientifique, mais voudraient publier quelque chose de valable, cet outil constituera pour eux un guide indispensable, à même de les aider à mettre rapidement la main sur tel ou tel autre élément qui aurait échappé à leur attention lors de la rédaction. En outre, sauf mention précise ou explicite, les instructions contenues dans cet essai s'appliquent aussi aux différents documents scientifiques, articles scientifiques, rapports, comptes rendus scientifiques, etc. En dépit de cela, l'ouvrage n'a pas prétention de fournir un panorama complet ou un inventaire exhaustif des instructions, des méthodes et techniques. Grande sera la déception pour quiconque l'ouvrirait avec pareille intention. Toutefois, l'exhaustivité et l'érudition que chercheraient certains esprits seront si pas comblées, du moins entamées par la bibliographie de ce manuel. Les aspects abordés dans ce document répondent à des interrogations enregistrées notamment auprès du premier public ciblé, en l'occurrence les étudiants qui s'aventurent dans le monde de la recherche. Ces questions ont l'avantage d'être pertinentes et récurrentes. Elles cachent de nombreuses lacunes, auxquelles nous tâcherons de trouver des palliatifs. Ces lacunes ou non-respect des règles, rappelons-le, sont coûteuses pour la validation du travail devant le jury. Comme souligné, il s'agit de répandre certaines normes d'ordre rédactionnel, qui peuvent sensiblement varier dans le détail d'une institution à une autre, voire d'un champ disciplinaire à un autre. Ainsi, par exemple, le lecteur nous excusera de marquer plus l'empreinte de la psychologie que de toute autre discipline des sciences sociales ou humaines. Ceci n'enlève pas la valeur ajoutée du document. Et le lecteur ne se perdra nulle part, car la psychologie fait bien partie de ce que l'on identifie généralement en sciences humaines. Ainsi, le lecteur se retrouvera-t-il aisément. Et s'il le juge nécessaire, il pourra remplacer par endroit le mot psychologie par sa propre discipline de formation. Par ailleurs, si ce travail est original, c'est parce que sa structure est différente. Ce qui nous offre déjà une première vérité. Il n'existe pas de structure type objective pour tout travail scientifique, l'objectivité se noyant dans plusieurs considérations conjecturelles. En fonction du besoin d'éclaircissement, de l'imagination et de l'intelligence, les auteurs, les revues et les institutions créent des rubriques, des sections, des chapitres, des sous-chapitres. Aussi, il faut le reconnaître, il existe une ossature de base ou consacrée, selon que l'on est dans telle faculté ou telle discipline académique. Mais, en dépit de toutes ces ossatures qui forment un tronc commun, il existe une multitude de manières de structurer un travail de recherche. Nous préférons présenter un bref éventail à partir duquel tout chercheur pourra se définir et choisir la sienne, selon son institution ou ses envies. À titre d'illustration, tout travail de mémoire ou de thèse de doctorat s'articule essentiellement autour de 4 axes principaux respectant scrupuleusement l'ordre suivant. 1. Problème. 2. Méthodologie. 3. Résultats. 4. Discussion générale des résultats. Cette façon d'articuler le travail est connue sous le nom de plan IMRAD,
Introduction, Methods, Results and Discussion. Force est de constater que ces étapes d'un mémoire et ou d'une thèse doivent correspondre à celles d'un article scientifique bien conçu, Glorieux et Paulet dans Deux faits et Englebert 2009. L'introduction répond à la question « Pourquoi ai-je fait ce travail ?» La méthode est relative à la question « Comment ai-je cheminé ?» Au résultat correspond la question « Quelles observations ai-je faites ?» Tandis que la discussion tente de répondre à la question « Qu'est-ce que je pense de mes observations ?» Dans certaines recherches qui se terminent par une conclusion générale, les résultats et leurs discussions peuvent aller ensemble. Quant à l'introduction, elle est précédée des liminaires qui se présentent classiquement dans l'ordre suivant. Une couverture, une page de garde, si nécessaire, une page de titre, une épigraphe facultatif, une dédicace facultatif, un glossaire si nécessaire, une liste d'abréviations si nécessaire, une liste des tableaux, graphiques, figures, etc. Les remerciements, un sommaire ou une table des matières, et un résumé, abstract, suivi des mots-clés sur la même page. Certains de ces éléments sont parfois placés en fin d'ouvrage. Diverses annexes exploitées dans le texte, liste des tableaux et des illustrations graphiques, liste des personnes interviewées, références externes, table des matières et résumé, pour ne pas encombrer l'introduction lors de la lecture proprement dite. Le développement ou le corps du texte se subdivise en chapitres, qui s'échelonnent souvent ainsi. Chapitre 1er, considération théorique, si nécessaire. Chapitre 2e, repères méthodologiques. Chapitre 3e, présentation des résultats, peut être éclaté en plusieurs chapitres. Chapitre 4e, discussion des résultats. Ce chapitre prend la place qu'occupait autrefois la conclusion. Mais le recours au plan IMRAD ne devrait pas étouffer la liberté, l'originalité et l'esprit d'initiative du chercheur. Entre autres, on peut disposer de plus de 4 chapitres avec des méthodologies et des considérations théoriques différentes, selon l'importance des matières à traiter. De cette manière, chaque chapitre présenterait ses propres résultats interprétations, et donc ses propres méthodologies. C'est à la fin, dans le dernier chapitre, que l'auteur pourrait chercher à coordonner tous ces résultats et à les discuter dans une perspective générale, en tenant compte de ses objectifs et de l'état de connaissance dans ce domaine-là. Il convient de relever aussi que les chapitres peuvent se regrouper en partie pour des besoins de clarification, en restant dans la logique décrite. L'introduction exceptée, la première partie comprend l'exploitation théorique avec tout ce qui se rapporte au concept sous examen et des questions méthodologiques. Vient ensuite la deuxième partie, plutôt pratique, dans laquelle on se livre au travail d'analyse et d'interprétation des données de la recherche. La conclusion autant que l'introduction n'entre dans aucune de ces deux parties. Évidemment, ceci ne contredit pas le principe de liberté énoncé. De ce fait, les deux parties peuvent également contenir certains éléments énoncés dans la première partie. Matériellement, un mémoire ou une thèse s'organise comme suit. Page de titre. Page liminaire. Introduction. Corps du texte ou développement. Discussion des résultats. Bibliographie. Table des matières. Annexe. Engagement de l'impétrant. Dans les pages qui suivent, chacun des points de cet encadré sera analysé en guise d'illustration. 1. Page de titre. Il sied de noter que le concept de page de garde n'a pas toujours bonne presse, car il est compris de façon différente par les auteurs. Pour certains, il faut distinguer les notions de page de couverture, page de titre et page de garde dans un livre. La page de garde serait une feuille vierge, non comptée dans la pagination, qui se place entre la couverture et la page portant le titre, pour garder ou protéger cette dernière. C'est une page qui sert aussi à présenter une dédicace manuscrite adressée à des tiers. Elle est, pour Jean-Marie Monsieur Dubois, généralement inutile quand la page de titre devient la page de couverture, 2005-17. Dans le monde scientifique, en règle générale, on n'établit véritablement pas de différence. C'est une disposition typographique qui retient davantage l'attention des imprimeurs en ce qu'elle est facturée au même titre que toute autre page contenant du texte. Son profit est plus commercial. La page de titre, elle, est une carte d'identité du document. Elle nous préoccupe dans ce chapitre où une définition lui est attribuée et son contenu présenté. Ensuite, nous parlons du sujet.
La section d'après se focalise sur l'identité du chercheur ou de l'auteur. La 4e section s'appesantit sur le directeur ou le promoteur du travail scientifique. 1.1 Présentation de la page de titre. Il n'existe pas de modèle type obligatoire de page de titre. De manière générale, la présentation de cette page obéit aux exigences de la faculté où le travail scientifique est présenté. Ce qui revient en fait à dire qu'il existe tout de même une référence type à laquelle chaque chercheur s'inclinera selon que l'on est dans tel ou tel laboratoire, faculté ou université. Cette façon de faire tend à être un identifiant non négligeable ou une marque d'identification de chaque institution. Au niveau du chercheur, cela implique donc une attention particulière. Il est contraint de se renseigner pour ne pas basculer hors normes locales. Cependant, un consensus semble se dégager. Ces pages sont généralement simples et directes. Les fantaisies n'y ont guère de place. Il ne s'agit pas d'un livre où la maison d'édition ou l'auteur a la latitude de placer des fantaisies, des images, parfois chargées de symbolisme, de messages. Le consensus universel sur cette page porte sur son contenu qui comprend obligatoirement la dénomination de la faculté, de l'établissement d'enseignement, le sujet, le nom de l'impétrant, le grade postulé, le nom du directeur et parfois les membres du jury, l'année universitaire du dépôt. Ci-après, un exemple d'une page de titre. Université pédagogique nationale. Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Département d'orientation scolaire et professionnelle. Facteur d'échec de la réinsertion sociale des enfants de la rue à Kinshasa. Par Monsieur Lamoté MADIATUA Damo. Mémoire présentée et défendue en vue de l'obtention du titre de licencié en orientation scolaire et professionnelle. Directeur, professeur Florentin Aziadimbu. Kinshasa, année académique 2013 à 2014. 1.2 de l'intitulé du sujet. Le choix de l'intitulé du sujet, voilà un des éléments importants dans une publication scientifique. L'intitulé du sujet donne une idée sur ce que l'on a devant soi ou entre les mains. À partir de lui, le lecteur sait deviner la nature du travail. Si l'intitulé d'un sujet de recherche ne remplit pas cette fonction, on est tenté de déduire que c'est un échec de la part du chercheur. Les sujets des articles scientifiques peuvent déroger à cette règle, dans certains cas d'exception. Par ailleurs, le choix du sujet de la recherche est déterminant. Il demeure une étape primordiale parce que c'est à partir de celui-ci que votre travail prendra une certaine forme. Vaillancourt, Snyder et Baril 2001, 42. Et il est tellement déterminant que le succès de la recherche en dépend, car l'implication du lecteur est d'autant plus forte qu'il est séduit par le sujet. Concrètement, le choix de l'intitulé du sujet n'est pas à dissocier du thème de la recherche, parce que l'intitulé révèle, comme souligné supra, dans quelle thématique ou dans quel tiroir il faudrait loger le travail. De la sorte, ce choix est tributaire de la formation ou de la filière du chercheur. C'est dans son domaine de compétence que le chercheur se retrouve et doit puiser. Simplement, parce qu'il affectionne cette thématique et dispose également d'une bonne maîtrise des connaissances basiques, nécessaires. Pour ce faire, l'auteur est censé répondre à des questions du genre « Est-ce que ce thème m'intéresse ? Est-ce qu'il me motive ? Suis-je prêt à y consacrer suffisamment de temps ? Est-ce que je le comprends ? » Au moment de ce choix, l'auteur doit explorer son traitement antérieur, chercher à connaître ce qui a été écrit dans ce domaine. Savoir si le sujet n'est pas une redite. Dans l'affirmative, existe-t-il un débat important sur lequel il puisse apporter son cru ? S'ouvre-t-il un champ nouveau qui mérite une nouvelle attention en guise de contribution ? Il doit également s'assurer de la faisabilité du sujet, prendre en particulier en considération la disponibilité de l'information sur l'objet de l'étude, et éventuellement la disponibilité des instruments ou techniques de recherche, ENDA 2002-39. La faisabilité ici fait notamment appel à l'aptitude du chercheur, au budget alloué à la recherche. Une fois que le chercheur franchit ce cap, vient le moment de trouver un titre ou un sujet par rapport à sa production scientifique. La question de la formulation s'impose alors. Le choix d'un titre est tout un art de concision et d'honnêteté, car il est le premier élément de décision pour un lecteur. Dubois 2005-16. Là,
Le chercheur est tenu à certaines règles et à éviter le sensationnalisme. Son titre doit être un bon résumé de la recherche menée, c'est-à-dire une définition succincte et précise du contenu de la recherche. Il doit être bien formulé et servir de publicité au travail scientifique. En tenant compte de ces qualités essentielles, le sujet devra être attrayant, c'est-à-dire accrocheur. Informatif, car il est censé résumer le contenu même du travail. C'est ce qu'on appelle pertinence du sujet, c'est-à-dire sa capacité à plonger directement au cœur d'un problème en identifiant les éléments les plus importants. Vaillancourt et al., 2001 51. Concis, car le nombre maximal de mots est limité. Certains auteurs pensent à un maximum de 10 et d'autres à 15 mots, ce qui ne devrait pas dépasser 100 caractères. D'où la nécessité parfois de le compléter par un sous-titre. Précis et bien borné quant au champ social et géographique, à la délimitation spatio-temporelle. Précision rime avec donner des détails tout en étant concis. Simple et clair. Cela nécessite d'éviter des sujets kilométriques, évoquant plusieurs niveaux de questions. La clarté évoque la précision des faits saillants sans nuance. On évitera dans la formulation d'un sujet les verbiages inutiles du genre contribution à, problématique à propos de, considération sur, réflexion, méthode, recherche sur, étude sur. Des formules qui le terminent comme mythe et réalité, bilan et perspective, ENDA 2015 232. Des abréviations. Une ponctuation à la fin. Cependant, lorsqu'il s'écrit sur plusieurs lignes, chacune des lignes doit être en retrait par rapport aux précédentes pour former une pyramide inversée, en évitant toutefois qu'il se termine par un seul mot. Provost, Alain, Leroux et Lucier 2010 44. Des sujets vagues ou larges. Le nouvel ordre mondial, le dialogue nord-sud, la crise de la démocratie, etc. Des titres entonnoirs, les enfants de la rue de l'Afrique, l'éducation au niveau mondial, font aussi partie des sujets à éviter. Des sujets bipolaires sont pénibles à traiter. Les enfants de la rue de la rez-de-chaussée et de la République du Congo. Si l'on tient à avoir un sujet bipolaire, alors il faut doublement s'y mettre. Des sujets larges nécessitent un investissement assez profond. Dès lors que le chercheur n'est pas apte à une telle gymnastique, il ne sert à rien d'aller dans ce sens. La prose de Michel Beau est intéressante à ce propos. Il faudra, selon cet auteur, éviter des sujets larges parce que ces titres multiplient en effet les causes de déception pour le lecteur et les occasions de critique offertes aux membres du jury, 2006-27. Par ailleurs, Jean-Marie Monsieur Dubois 2005, pense que la meilleure façon de choisir un titre est de le rédiger autour des mots-clés qui ressortent du travail, en mentionnant les principales variables, le type de relation qui est exploré ou qui est vérifié, effet 2, vérification 2, étude 2, essai 2, analyse 2, relation entre, etc. La méthode utilisée, si c'est possible. La population cible. L'aire géographique. La formulation finale du sujet n'est pas forcément celle du début. Elle se précise au fil du temps. Les données, les résultats sont autant d'éléments pouvant lui faire subir des modifications. 1.3 de l'identité de l'impétrant. Certes, l'identité est un fait que l'on peut constater, vérifier. Le plus important toutefois, c'est la manière dont l'individu vit son identité, de Lorimier 1967-36. Vivre son identité, c'est se reconnaître en elle. C'est une réalité que l'on assume et que l'on construit, surtout que personne n'a choisi globalement son sexe, voire son nom, hormis les rares exceptions de ceux qui, une fois adultes, décident de changer de nom pour de multiples raisons. Point n'est besoin de préciser qu'il ne s'agit pas pour nous de définir ce concept d'identité, qui est une réalité psychosociale, pour reprendre l'expression de Delorimier, riche et complexe. Nous nous intéressons seulement à l'aspect du nom. Car le nom de famille est un élément incontournable du processus d'identification. Gaulle-Jacques 2009-98. Les noms, postnoms et prénoms définissent la personne. C'est non seulement une marque de distinction par rapport aux autres, mais également l'expression de ce qui appartient en propre à chaque individu. Il n'y a pas plus idiosyncratique que le nom. Noms et postnoms, pris globalement, expriment la nationalité, la langue, etc. Pris de manière isolée, ils évoquent le rattachement à une famille, à une génération d'hommes.
Liés entre eux par les liens du sang, le prénom montre de quelle manière précise chacun appartient à une lignée bien déterminée d'hommes et de femmes. En même temps que l'individualité, le prénom révèle le sexe. De Lorimier, 1967-38. Exception est faite pour certains prénoms de tradition africaine et ou chrétienne, qui sont indistinctement portés par des individus des deux sexes, en raison de l'homonymie que l'on veut mettre en exergue. Quelqu'un de sexe féminin s'appellera Pierre et non Pierrette, puisqu'on tient à lui faire porter le nom de son géniteur décédé ou désireux d'homonyme. De même, les noms africains dits authentiques ainsi que ceux de famille n'invoquent nullement à quel genre appartient le porteur. Mbombo, Nlandu, Makazi, Kikidi, Patwala, Yiku, Mindel, Mafuta, Mwenikenda, Chirac, Verlaine, Bush, Pérez, etc. Plus particulièrement, concernant les noms africains, certains sont liés à des circonstances ayant entouré la naissance des individus tout simplement. Jumeaux et ou jumelles seront appelés Mbouyi et Kankou, Mbo et Mpia, Nzuzi et Nsimba, sans aucune allusion à leur sexe, tandis qu'un enfant né après la mort de son père ou de sa mère à l'accouchement sera nommé par rapport à cette absence de parents, Kachala, Mouchia, etc. Ainsi donc, dans l'ensemble, le nom est sacré. Il permet de se reconnaître et d'être reconnu, de s'identifier et d'être identifié. Celui qui n'a pas de nom n'existe pas en tant qu'homme, il est voué au néant. Goljac, 2009-98. On l'utilise pour désigner une personne. Et le respect qui lui est dû exprime un certain respect à la personne porteuse de ce nom. On est censé l'écrire et le prononcer correctement. Ce qui justifie de la part de tout chercheur une attention particulière quand il écrit son nom pour ne pas induire les lecteurs dans des bévues. Revenons à son écriture sur la page de garde. Le chercheur est censé l'écrire correctement, peu importe le travail. Ne pas oublier que le nom bantou est exigeant. À titre d'exemple, le trait d'union entre nom et post-nom ne se justifie guère que dans le cas d'un nom composé. Et cela même dans la grammaire française. Porte-monnaie n'est pas synonyme de porte-monnaie. L'espace isole plus que n'unit le trait d'union. Il constitue une faute, tandis que la bonne graphie exige le trait entre les deux mots. C'est le cas avec Mwana Meboka et Mwana Meboka. Dans le lingala parlé à Kinshasa, le premier signifierait fils du pays, tandis que le second correspondrait, en traduction libre, à enfant pays. Dans le premier cas, il s'agit d'un simple nom composé, tandis que dans le second, l'on doit interpréter le premier mot comme désignant le nom et le suivant le post-nom. Un autre exemple, éviter les fantaisies en omettant volontairement certaines lettres. Ainsi, Nlandu ne peut pas s'écrire Landu car le mot perd son sens dans la langue d'où il provient. Ici, le Kikongo, un parler de la RD Congo. Par ailleurs, l'usage universel a consacré la formulation suivante, prénom, nom et post-nom. Dans certains pays comme la RD Congo des années 70, suite à la politique de recours à l'authenticité, les prénoms avaient disparu et une génération de citoyens se sont retrouvés sans cette particule dans leur identification. Respect de l'identité obligeant, ces individus se présentent directement par leur nom suivi du post-nom. On ne peut forger un prénom improvisé. Ceci a conduit certains à placer le prénom en dernière position lors de la présentation, une sorte de récupération intervenue après la libéralisation du domaine idéologique et philosophique national. Il convient de s'aligner sur la tradition répandue de faire précéder le nom du prénom, comme l'indique le préfixe initial de ce concept, et de garder la dernière place pour le post-nom. 1.4 du directeur. Le directeur ou le promoteur est un acteur non négligeable. Voir son nom sur la page de titre est trop facile, et pourtant en trouver un est une autre réalité. Car le choix n'est pas dicté. Dans son livre pratique, Michel Beau 2006 fait ressortir ces cas de figure pour le chercheur. Avoir un sujet et le directeur, c'est sans doute la situation idéale. Malheureusement, nous constatons avec regret que beaucoup de finalistes ne trouvent leur sujet qu'à quelques jours de la soutenance, et se mettent à courir derrière des directeurs. S'il est vrai qu'un directeur est un encadreur et un conseiller tout au long de la recherche, la pratique relevée induit que cette personne recrutée en dernière minute ne connaît rien de l'économie du travail et n'y a apporté aucune contribution. Pourquoi se contenter de mentionner son nom ? Il en va de même du sujet collé à l'emporte-pièce à un texte existant,
sans qu'il ait servi de fil d'Ariane tout au long du travail. 2. Avoir un directeur, mais pas de sujet de recherche. Dans ce cas, il faut prendre le temps de parler du choix du sujet avec celui-ci. Ce cas est fréquent à cause des affinités qui poussent certains chercheurs à se choisir un encadreur, sans avoir une idée de ce qu'ils veulent. C'est au directeur de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.